Le bilan, c'est véritablement l'envie que l'attractivité du Dunkerquois puisse être à son paroxysme, qu'on puisse vraiment avoir envie et avoir la fierté de dire « je suis entrepreneur sur le Dunkerquois et j'y réussis ». Eh bien, donc nous avons fait des constats sur ce qui n'allait pas en centre-ville de Dunkerque, des constats sur ce qui manquait en termes d'offres, également en périphérie. Nous avons fait des propositions, je le disais tout à l'heure, très concrètes. Je pense que pour moi, une chose évidente, c'est la reconnaissance de notre savoir-faire. Parce que je pense que les agriculteurs ont un vrai savoir-faire. Et je pense que là, de par ces commissions de travail, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des vraies bonnes idées dans le monde agricole et qu'il y avait de vrais et bons produits. Nous avons travaillé principalement sur comment faciliter aussi l'insertion sociétale des personnes les plus exclues du marché du travail, parce que ce sont d'abord des sas prépondérants et importants à appréhender. Et parallèlement à cela, nous avons aussi, à partir du public qui est dit exclu du marché du travail, réussi à faire preuve d'imagination en explorant des pistes, notamment autour de l'économie sociale et solidaire, qui reste un levier qui est sous-exploité sur notre territoire et qui mérite à la fois d'être promu, d'être développé et d'être optimisé par la communauté urbaine. Un groupe de travail avec des propositions concrètes. Un groupe de travail très diversifié. On a réussi vraiment à trouver l'équilibre entre tous les acteurs du territoire en fait, concernés par le sujet. Donc il y avait autant d'entreprises que d'associations, que d'institutions. Et on rencontre des gens qui se battent chaque jour pour justement cette égalité homme-femme, cette égalité pour les personnes handicapées, pour les personnes d'origine étrangère, etc. Donc c'était vraiment un bilan positif parce que c'était des gens qui avaient des convictions et qui voulaient avancer. On a identifié 5 thématiques porteuses. On a identifié la façon d'animer ces thématiques, donc la feuille de route de la communauté urbaine pour le développement des nouvelles filières sur les quelques prochains mois. Et chacune de ces thématiques, chacune de ces nouvelles filières doit maintenant, de son propre chef, préparer sa feuille de route détaillée pour la soumettre aux politiques et vérifier que tout ça matche bien, tout ça colle bien, que le développement va se faire. On a pu explorer les sujets de la réhabilitation, de la formation, de l'artisanat, de niches de marché, de commercialisation. C'est vraiment cette exhaustivité des réponses et des points de vue qui permet d'être productif. Et au travers de ces différents échanges, on a pu à la fois faire émerger des problématiques et des sujets d'importance pour les entreprises. La GPECT sur les entreprises industrielles qui s'interrogent sur leur avenir à 10 ans et le renouvellement des publics. C'est une problématique qui va nous arriver dans quelques années. Les problématiques de l'énergie, les problématiques de l'innovation sur notre territoire, la problématique de la montée en puissance de nos PME, de la valorisation de leur savoir-faire, la filière. Enfin, voilà, on a fait pas mal de sujets comme cela. Très productif parce que chacun a ses propres idées, chacun a ses propres schémas. Chacun a conscience aussi des difficultés qui peuvent être d'ordre différent, des difficultés d'ordre juridique, parce qu'à partir du moment où on parle d'Europe, mais aussi qu'on parle de relations entre deux États, il faut que les dispositifs puissent se raccrocher les uns aux autres. Je pense que le bilan est positif. Je pense qu'on a fait ressortir de l'ensemble de ce groupe cette méconnaissance des structures d'accompagnement. Et je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de mieux encadrer les projets, avoir peut-être un pré-comité d'analyse qui soit là pour dire tel projet va plutôt vers telle typologie de financement. Alors, le bilan, il est relativement simple. Le territoire dunkerquois a des atouts qui sont majeurs. Il a la chance d'avoir cet outil portuaire au service des collectivités et au service de l'emploi et de la valeur ajoutée. Et ça a bien été mis en évidence par le port. On a aussi un certain nombre d'atouts qu'on sait maintenant valoriser en matière de logistique, puisque notre thème, c'était la logistique et comment peut-on la développer. Et on a identifié ces atouts et on va s'appuyer dessus pour faire du développement complémentaire et donc de la création d'emplois. Bien, deuxième table ronde, nous allons parler d'accès à l'emploi. Notamment, nous allons parler de formation. Je rejoins à la tribune M. Ballet, qui est formateur en maintenance industrielle à l'AFPA et qui est délégué syndical CFDT.
Monsieur Ponce, qui est directeur de l'agence de Dunkerque de Lyonnaise des Eaux, Monsieur Giuliani, qui est directeur du QEP à l'Université du Littoral, Madame Lemoine, qui représente l'entreprise Dinager France, et Madame Baccio, qui est directrice de la mission d'appui des services à la personne, dans le cadre d'un GIP qui s'appelle C2RP, GIP, Groupe d'intérêt public État-Région. Je vais d'abord commencer avec vous, Monsieur Ballet, puisque vous avez un premier constat à faire, c'est que vous considérez que les entreprises ne font pas suffisamment d'investissement dans le domaine de la formation sur le Dunkerquois. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, donc, c'est pas forcément une critique, du moins si critique il y a, ce serait une critique constructive. Mais selon moi, je dirais plutôt qu'il faut que l'entreprise soit partie prenante et que soit le cœur de l'entreprise, justement, la formation. Parce que, justement, la problématique qui nous concerne, c'est l'entreprise a un besoin. Et ce besoin, il doit être pourvu. Donc, c'est l'entreprise qui est consciente de ce besoin. Donc, à partir de là, c'est le point de départ et c'est elle qui doit tout mettre en œuvre, justement, pour pouvoir pourvoir à ce besoin. Et donc, naturellement, et c'est en cela aussi également que je salue ces EGEL, c'est-à-dire avec les différents acteurs qui ont été présents tout au long de ces ateliers, c'est-à-dire les organismes de formation tels que l'AFPA, l'AFPI, etc., ou d'autres. Il y a eu des différents représentants d'entreprises et il y a également les politiques. Donc voilà, on a réussi à avoir ensemble un certain nombre d'acteurs qui ont bien voulu participer à la mise en place, ou du moins à la proposition d'un projet qui, j'espère, va aboutir. Oui, mais vous me disiez qu'il était important que les entreprises investissent sur la formation parce que ça permet d'anticiper les modifications, notamment lorsqu'il y a des fermetures, de permettre au personnel de se réinsérer dans d'autres domaines. Ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment satisfait de ce qui est fait sur le territoire. Oui, je ne peux pas être suffisamment satisfait. Et le terme, effectivement, c'est anticipation. Pourquoi ? Parce que récemment, notamment, j'ai des collègues, par exemple, d'Aginomoto, de Raspartam, de Repipe, qui sont très en difficulté. Leur entreprise risque de fermer. Et en échangeant avec toutes ces personnes, je leur ai posé la question, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même une loi sur la formation tout au long de la vie. Le constat qui se fait, c'est qu'aucune de ces personnes n'a été en formation. C'est-à-dire, ces personnes ont une carrière, pour certaines belles carrières, mais néanmoins pas suffisante. Pourquoi ? Parce que justement, aujourd'hui, on peut travailler jusqu'à 70 ans. Et donc, voilà. Et donc, ces personnes ne sont pas allées en formation. Donc, l'anticipation, justement, qui est le terme que je retiendrai, c'est justement, il faudra que l'entreprise prenne l'habitude régulièrement d'envoyer son personnel en formation, histoire de réapprendre à apprendre, et pas forcément lorsqu'il y a une demande pour l'entreprise, par exemple, d'évolution en compétences, mais également lorsque ces gens-là se retrouvent devant une situation difficile, de devoir aller en formation. Au contraire. Si on les préparait, admettons, on peut très bien admettre que pour des raisons économiques, une entreprise, admettons, ferme, mais si le salarié était déjà formé et surtout habitué à être formé, ce serait, selon moi, nettement moins douloureux, si on prend sur ce plan-là, pour cette personne de pouvoir accéder à un nouvel emploi ou à une évolution professionnelle. Merci, M. Vallée. Alors, figurez-vous qu'il y a des entreprises, je vais me tourner vers M. Ponce, il y a des entreprises qui forment et qui ont même créé une école de formation à l'intérieur de l'entreprise. Monsieur Ponce, vous présentez la Lyonnaise des Eaux, qui est présente avec 250 personnes sur le territoire. Expliquez-nous votre expérience, s'il vous plaît. Oui, donc bonjour à tous. Donc Lyonnaise des Eaux assure les services publics d'eau et d'assainissement sur le territoire et dont la distribution de l'eau potable sur le Dunkerquois. Une des compétences requises, c'est celle de canalisateur. Et il y a quelques années, ou voilà 10 ans en arrière, on a fait le constat que cette compétence n'était pas disponible sur le territoire. Et donc on a initié une démarche avec le GRETA, c'est de mettre en place une formation adaptée à nos besoins. Donc on a construit un plan de formation ouvert à des jeunes du Dunkerquois, leur permettant donc d'accéder à un emploi par l'alternat.
Alors, ça a été initié il y a 10 ans, comme je l'ai dit, et aujourd'hui, cette formation est ouverte à des publics hors Dunkerque. On a des jeunes qui viennent de Lille et des jeunes qui viennent aussi du Valenciennois se former sur le Dunkerquois. Donc ça, c'est ce qu'on avait lancé il y a quelques années. Depuis lors, chaque année, Lyonnaise Ezo forme 4 jeunes au métier de canalisateur. Mais on se rend compte, et c'est tout l'intérêt des EGEL, ces EGEL nous ont demandé de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Ça, on va y venir après, mais moi je voudrais que vous nous expliquiez quel est l'intérêt pour une entreprise, ce que vous en retirez d'avoir initié une démarche de formation en interne, parce que peut-être que votre exemple peut être repris par d'autres. Quels sont les points positifs pour l'entreprise? Oui, les points positifs, c'est surtout et prioritairement d'avoir des jeunes formés et qui sont totalement adaptés à nos besoins dans nos métiers. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième, c'est quand même de répondre à une responsabilité, c'est celle de former et de proposer des pistes de formation et d'emploi pour nos jeunes. Derrière, on en embauche quand même un tiers des jeunes qui viennent chez Lyonnaise Ezo sont restés chez nous. Mais maintenant, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de s'adapter aux besoins du territoire. On a entendu certains témoignages qui constataient de la mutation des besoins, que ce soit aussi bien dans nos métiers, mais dans le métier du bâtiment. Et c'est là où aujourd'hui on voudrait réfléchir pour adapter les formations existantes, les mettre à disposition des plus petites structures que les nôtres, pour mutualiser ces moyens et offrir au territoire des formations adaptées aux enjeux futurs, pour permettre à ces jeunes d'avoir un avenir et un métier. Je reviendrai tout à l'heure sur la proposition que vous voulez faire dans le cadre des États généraux. Monsieur Ponce, Monsieur Giuliani, l'université s'est fait le chantre de la formation par l'alternance. Quel résultat? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça doit aller plus loin? Bien, bonjour à toutes et tous. Oui, le choix a été... l'université a fait véritablement le choix de s'inscrire dans les logiques de professionnalisation, d'avoir une vraie politique volontariste depuis quelques années autour du développement de l'alternance, en se disant finalement que l'un des outils d'insertion professionnelle et la véritable passerelle vers l'insertion professionnelle de nos jeunes doit mobiliser cet outil dont on parle beaucoup, mais peut-être qu'il est intéressant d'avoir un petit retour et peut-être une caractérisation qui, me semble-t-il, que l'on pourra étendre à d'autres niveaux de formation que ceux de l'enseignement supérieur, mais peut-être 2 éléments qui me semblent importants. Un premier qui tient à ce que... un élément de caractérisation sur finalement le niveau de, je vais l'appeler sédentarisation des jeunes qui suivent un parcours en alternance. On parlait tout à l'heure de flux migratoires et de fuite un peu des cerveaux. L'alternance est un moyen de garder nos cerveaux sur le territoire. À ce jour, et si je conduis l'analyse sur quelques centaines d'alternants de l'université, à plus de 90%, ce sont des jeunes qui restent sur le territoire ou dans l'entreprise ou dans la sphère professionnelle proche de l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur stage ou leur contrat d'alternance. Ça, c'est un élément. Deuxième élément de caractérisation qui est assez intéressant sur le Dunkerquois, plus de 75% des contrats d'alternance sont passés avec des entreprises de plus de 250 salariés, qui pose quand même question aujourd'hui sur finalement l'appropriation par les TPE et les PME de l'alternance, de l'utilisation et du recours du contrat d'alternance, y compris dans l'enseignement supérieur, que ce soit sur des niveaux techniciens, à Bac+2, à Bac+3, voire à niveau master. Et parallèlement, nous rencontrons des difficultés de sourcing, avec des jeunes ou des offres d'emploi d'entreprise sur des métiers en tension ou en mutation, comme on vient de l'évoquer, pour lesquels finalement nous ne sommes pas en capacité de trouver les jeunes qui vont bien. Donc si nous ne les trouvons pas sur le territoire, peut-être faut-il se poser la question de savoir comment faire venir et comment créer de l'attractivité pour que des jeunes hors territoire viennent sur notre territoire avec l'espoir qu'ils restent. Bien, Madame Dinager, je rappelle que votre entreprise, comme la Lyonnaise des Eaux, a produit une contribution écrite dans le cadre des États généraux et nous a paru particulièrement, comme toutes les contributions évidemment, mais intéressante. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé de témoigner aujourd'hui, puisque vous avez été parmi les initiateurs dans la lutte contre la discrimination
en faveur du travail des femmes. Racontez-nous votre expérience, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Donc Dillinger France, Dillinger, c'est pas... Dillinger France est une entreprise sidérurgique, 600 personnes, anciennement GTS Industrie. Donc on fabrique des tôles fortes en acier et on appartient à un groupe allemand, d'où le nom. Depuis plus de 10 ans maintenant, on a une véritable politique d'intégration des femmes en production. Et après la première femme arrivée par le biais de l'apprentissage en 2004, c'était la première vraiment jeune femme qui a appris un métier et qui a travaillé en production. On est aujourd'hui à 107 femmes, tous contrats confondus, sur 600 salariés. 34 femmes en production, 21 femmes en poste. Et sur ces 107 femmes, il y a quand même 26 femmes qui peuvent aussi faire un travail en temps partiel. Mais on a pour ça dû développer une véritable volonté. On a commencé par quoi ? Au début, quand on a parlé de femmes en production, on nous disait « Ah non, c'est pas possible, on n'a pas de vestiaire. » Faux débat, c'est pas un grand investissement. On a fait un vestiaire. On a mis des vestiaires et des sanitaires. Une fois qu'on a fait ça, on a communiqué sur le recrutement. Toutes nos offres étaient ouvertes aux femmes, y compris pour les jobs d'été, pour faire découvrir ces métiers-là. Et on s'est rendu compte, on a fait un premier constat, c'était bien gentil d'avoir cette volonté, mais on ne trouvait pas de femmes en fait. On n'avait pas de candidats. On n'avait pas de candidats parce que l'image de l'industrie, des métiers de sidérurgie, reste une image mal connue, méconnue, enfin, ou trop ancienne. Et là, on a une deuxième discrimination. On n'arrive pas à intégrer des femmes parce que ça fait peur. On imagine que les femmes ne sauront pas faire des métiers de production ou de contrôle. Vu de l'intérieur et vu de l'extérieur, les femmes disent oh non, ou les parents, tu vas pas aller faire ça, tu vas pas être ouvrier ou technicien dans l'industrie. Donc en fait, on se retrouve avec deux difficultés. On a essayé donc de communiquer, on a beaucoup travaillé avec des partenaires locaux. On a essayé de trouver des demandeurs d'emploi pour aller vers de la reconversion et pour former des gens qui étaient demandeurs d'emploi et qui en avaient marre de ne pas trouver parce qu'ils avaient un bac+2 en secrétariat ou un CAP coiffure avec des emplois précaires. Et là, avec des gens qui voulaient vraiment, on a vraiment entamé une politique de reconversion avec des formations en interne et en externe par le biais de contrats de professionnalisation. Mais pour ça, il fallait trouver, encore une fois, des volontaires. Et malgré le Pôle emploi, malgré le Conseil régional, malgré toutes les institutions qui peuvent exister dans l'environnement, on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Parce qu'on a déjà eu beaucoup de mal à savoir qui fait quoi. Et donc, on va y revenir tout à l'heure, mais merci pour votre témoignage, parce que je pense que c'est important de démontrer que les entreprises aussi ont un volontarisme exprimé très fort sur ces sujets-là en matière d'intégration. Madame Mathieu, tout le monde dit que les services à la personne, c'est bien, mais ici, on dit que ça ne marche pas bien. Alors, quelle est votre analyse sur le territoire ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Gilles Canet, Marie Lecointre, Arnaud Salomé de m'avoir invité ici pour porter aussi la parole du Dunkerquois que je connais bien, que je suis depuis une dizaine d'années. Donc je sais à quel point la thématique des services à la personne est bien portée, bien pilotée, même si tous les problèmes n'ont pas été résolus. Donc les services à la personne, peut-être donner un petit cadrage, hein, de dire qu'au plan national, c'est 1,5 million de salariés, 5% de l'emploi, 1% du PIB. Qu'en région, c'est 90 000 salariés, si on compte les assistantes maternelles, que c'est donc un salarié sur 20 qui travaille dans les services à la personne, 5% de l'emploi. Que ça fait travailler sur les Dunkerquois, selon vos statistiques, à peu près 7500 personnes. C'est pas rien, si j'ai bien regardé les chiffres, c'est quand même le gros de l'emploi aussi sur le territoire, en tout cas dans la sphère de l'économie présentielle. C'est 35 entreprises, associations, CCAS qui délivrent ces services. Et c'est 650 emplois prévus à l'horizon 2025. Donc des perspectives, il y en a aujourd'hui. Les difficultés sur les services à la personne sont de deux ordres. Le premier ordre, on l'a cité tout à l'heure, c'est les questions de visibilité, d'information. Aujourd'hui, de quel métier parle-t-on ?
De quelles activités parle-t-on? Et les services à la personne, voilà, ce sont 24 activités, 19 métiers, 62 certifications professionnelles. Donc c'est un secteur extrêmement riche, extrêmement dense. Et pourtant, on est encore nombreux, enfin vous êtes encore nombreux à vous demander ce que ça peut bien recouvrir que ces services à la population ancrés sur vos territoires et particulièrement sur le Dunkerquois. Donc les leviers, on va y venir dans un deuxième temps, mais le premier levier, c'est communiquer. Communiquer. Bon, ben, on va y revenir et le président parlera aussi, je crois, dans son propos conclusif. Mais je voudrais maintenant, mesdames, messieurs, que vous disiez comment vous avez réfléchi par rapport à ces états généraux, quelles sont les propositions que vous avez à faire ou les attentes qui sont les vôtres par rapport à l'ensemble des acteurs pour que l'emploi soit dynamisé. Je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Ponce, vous avez une proposition collective à faire. Oui, effectivement, donc les états généraux nous ont permis, nous ont poussé, j'ai envie de dire, à réfléchir, à faire un constat de la situation et de réfléchir à des pistes pour l'avenir. Aujourd'hui, on a des forces sur ce territoire. On a échangé tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une partie des habitants qui quittaient ce territoire, mais les habitants de ce territoire, c'est aussi une force. Et chez nous, la stabilité du personnel, ça devient une force. L'exemple concret chez nous, c'est le centre d'appel de relations clientèle, qui est un centre aujourd'hui composé d'une 50aine de personnes. On a créé depuis 2 ans plus de 25 postes. Pourquoi? Parce que justement, on avait un faible turnover et puis parce qu'on a une vraie compétence sur le Dunkerquois en termes de relations avec les usagers. Donc, fort de ce constat, le groupe Lyonnaise des Eaux a décidé de mobiliser plus de moyens en local, ce qui a permis donc de créer les postes dont je vous parlais. Aujourd'hui, sur cette filière-là, c'est environ 75 personnes concernées sur le Dunkerquois, pas directement concernées par les services liés à Dunkerque, vu que le périmètre d'intervention s'est élargi à tout le nord et le Grand Ouest. Donc l'idée qu'on a imaginée, c'est de mettre en place une formation de téléconseillers sur le territoire, en lien avec les structures déjà existantes et en lien avec les besoins des entreprises. On pense que c'est une réelle force du territoire, et au même titre qu'on a des fois des délocalisations, on pourrait imaginer localiser des centres d'appel de grandes sociétés sur le Dunkerquois qui pourraient s'appuyer donc sur un véritable savoir-faire. Donc la proposition qu'on souhaiterait développer dans le cadre des CGL, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs concernés par cette filière-là, de créer, de mettre en place une formation et une dynamique sur un cercle ou un circuit circulaire fermé pour ce public-là, parce que, comme je le disais en introduction, il est nécessaire d'avoir une certaine stabilité, mais il est évidemment nécessaire aussi d'offrir à ces personnes qui viennent dans ce métier assez compliqué comme du conseil ou de la relation avec le client, d'avoir des perspectives d'avenir, d'évoluer dans des structures en local sur le territoire, quitte à faire des allers-retours entre structures, ou de pouvoir évoluer vers d'autres métiers. Donc il y a nécessité de réunir l'ensemble des acteurs, et c'est, je pense, l'exercice qui nous attend pour les prochains temps. Merci en tout cas pour cette proposition collective, Monsieur Ponce, de la part d'une entreprise. C'est bien la preuve que les États généraux peuvent faire naître des idées qui, en tout cas celle-là, j'espère qu'elle va être entendue par l'ensemble des acteurs du territoire. Monsieur Ballet, sur la formation de manière générale, vous, quelles sont vos attentes et quelles sont vos propositions pour qu'on puisse avancer davantage collectivement dans la direction que vous indiquiez au début de votre propos? Ben, en fait, la direction ou la proposition qui est sortie naturellement du groupe 15, de l'atelier 15 à laquelle j'ai fait partie, ce serait la création en fait d'un guichet unique. On entend par guichet unique un lieu où justement, que ce soit les entreprises qui pourraient y déposer leurs demandes, que ce soit les organismes de formation qui pourraient aussi proposer leurs offres de formation, que ce soit les financeurs, tels que la région ou les différents financeurs qu'on connaisse,
un lieu également où les demandeurs d'emploi, mais également les actifs, pourraient trouver la réponse à leur recherche. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a des possibilités qui existent, ça c'est un constat, mais néanmoins, pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés. Pour y accéder, c'est extrêmement difficile, alors que justement, la proposition, l'objectif, ce serait d'avoir un interlocuteur unique, par exemple, un exemple concret, il y a un demandeur d'emploi qui veut se former, rencontrerait une personne, et cette personne, justement, pourrait l'accompagner en déterminant ses besoins et de manière à construire, justement, à l'aider à construire son projet. Parce que, attention aussi, un des risques qu'on constate, c'est le temps. Voilà, c'est le temps. C'est-à-dire, il faudra aussi, bien qu'on sait que la finance gère énormément de choses, mais néanmoins, il faut que le temps à une personne pour pouvoir consolider son projet. Donc voilà. Mais néanmoins, ce guichet unique, selon moi, selon nous, est une excellente solution et un bon point de départ. Bien, merci M. Vallée de vous faire un porte-parole fidèle des travaux du groupe 15 qui sont présents dans cette salle et qui démontrent, je crois, que les États généraux peuvent générer des pistes créatives. Monsieur Giuliani, vous me disiez finalement, sur le territoire, nous avons des solutions. C'est pas toujours un problème de moyens. Alors, comment faire pour que ces solutions soient mieux connues et que collectivement, davantage de choses soient mises en œuvre? Je vais me faire des amis si vous dites que j'ai pas besoin de moyens. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui me l'avez dit quand on a préparé cet entretien. Plus sérieusement, il me semble effectivement que ce qui nous manque probablement aujourd'hui, alors là je vais mettre côté opérateur de formation, c'est finalement, et ça ne fait peut-être pas partie de notre sphère professionnelle, ça ne fait pas partie de nos métiers premiers aujourd'hui, qui est finalement d'être de bons communicants et d'être de bons ambassadeurs de ce que nous produisons. Or, effectivement, il me semble que sur ce territoire, et lorsque l'on a recensé dans les groupes de travail l'ensemble des initiatives qui étaient conduites, les constructions ad hoc d'actions de formation, on a aujourd'hui un nombre important de pépites qui se sont mises en place, d'éléments qui ont été expérimentés, d'activités, d'actions qui ont été mises en œuvre, mais sur lesquelles on n'a pas nécessairement capitalisation pour un essaimage et une duplication, et en aucun cas on a une survalorisation. Et j'aurais envie de dire aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du territoire que de s'emparer de l'ensemble de ces expérimentations et d'en faire une vitrine, et que ce soit le territoire finalement qui porte haut et fort ces pépites et qui en fasse des facteurs d'attractivité. Mais selon vous, qu'est-ce qui manque pour que sur le territoire, ça puisse être bien entendu? C'est de capitaliser. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas ce lieu de capitalisation. Moi, j'ai entendu des choses, effectivement, dans le groupe de travail, des expériences, mais qui sont conduites de ci, de là, mais pour laquelle, finalement, il n'y a pas de remontée, il n'y a pas de capitalisation, il n'y a pas de mise en perspective, et il n'y a pas de relief qui y soit apporté. J'ai entendu... Je vais vous donner un exemple... un autre territoire, une autre région, et qui, dans le métro parisien, récemment, organisait une grande campagne de pub en disant « Venez vous former sur un territoire dynamique, sur un territoire attractif, venez vous former chez nous ». Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, finalement, que ce soit un territoire Loire-Atlantique. Voilà. Loire-Atlantique qui dit « Venez vous former en Loire-Atlantique, vous serez sur un territoire dynamique, un territoire qui a des projets ». Et j'ai trouvé assez intéressant dans la démarche que ce soit finalement le territoire qui communique sur ces outils et non pas nous qui communiquions finalement sur ce que nous pouvons apporter. Parce que là, je pense qu'en partie, nous sommes finalement inaudibles. Mais est-ce que ça veut dire, selon vous, que ces États généraux doivent provoquer une prise de conscience collective pour qu'on ait cette capacité à positiver... Que nous ayons cette capacité, que nous soyons fiers de ce que nous produisons. Est-ce que ça veut dire que probablement on les passe toujours suffisamment? Je pense. Il me semble que nous manquons d'ambition par rapport à finalement ce que nous pouvons véhiculer comme image, par rapport à ce qui est mis en œuvre et qui mériterait une bien meilleure valorisation que ce que l'on a aujourd'hui. Est-ce que d'autres personnes partagent, M. Palais, vous partagez ce propos de M. Giuliani? Oui, je partage entièrement ce propos et je rajouterais même, effectivement, de toute façon, on a parlé notamment des jeunes, mais même des seniors. Il y a aussi l'image. Il y a l'image, justement, si on prend par exemple l'industrie, ce qui a été rappelé notamment au niveau du travail des femmes, mais c'est de manière générale, il y a également ce problème d'image.
Donc, le premier travail, selon moi, c'est d'avoir une bonne image, c'est de travailler sur l'image de l'industrie. Alors peut-être en organisant des visites, en faisant découvrir, parce que forcément, lorsqu'on a une vision, je dirais, macro des choses, vu de loin, une usine, c'est quoi? Ce sont des cheminées, par extension de la pollution, etc. Donc voilà, mais lorsqu'on y pénètre, on constate quand même que de toute façon, la technologie, puisqu'on parle de l'emploi, et je vais profiter que vous m'avez donné le micro, l'industrie, les métiers ont évolué. Les métiers ont évolué, c'est-à-dire l'industrie d'il y a 50 ans n'est plus la même aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, de plus en plus d'installations se pilotent avec des outils modernes. La technologie. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a également des nouveaux métiers qui doivent émerger. Il y a de nouvelles compétences qui doivent être transmises. Et donc, il y a une nouvelle organisation qui doit être mise en place. Et donc, du coup, peut-être plus attrayant pour les personnes qui sont en demande, soit d'évolution professionnelle, jeunes ou moins jeunes, ou soit des personnes qui sont en demande d'emploi. Merci, M. Vallée. Madame Lemoine, je voyais que vous étiez d'accord avec ce propos, mais vous qui êtes une combattante de l'emploi des femmes, puisque c'est en tout cas comme ça que j'ai perçu votre manière de travailler lorsqu'on a préparé cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes comprennent mieux que l'industrie, c'est aussi fait pour elles? Je rejoins tout à fait M. Ballet. En effet, il faut changer cette image, que ce soit pour les femmes ou les hommes, qu'on a de l'industrie. Nous, on a commencé à le faire depuis maintenant quelques années avec, grâce à notre réseau FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion, où on est un réseau d'entreprises, où on s'est dit ça suffit d'entendre les jeunes choisir les métiers qu'ils ont envie de faire sans se demander s'il y avait de l'emploi derrière, et se retrouver après presque punis de venir travailler chez nous. Ils viennent pas par vocation, ils viennent par obligation. Et quelquefois, seulement après, ils découvrent, en effet, comme M. Ballet disait, que c'est des métiers technologiques. Là où le bas blesse, c'est que maintenant, ces métiers technologiques nécessitent des formations importantes. On n'embauche plus, quasiment plus en dessous du bac. Bac plus 2, voire au-delà. Et donc, pour ça, il faut prendre le travail beaucoup plus en amont, et nous on intervient, mais c'est pas suffisant notre action. Il faudrait une action globale avec la CUD. Nous on intervient avec 11 établissements scolaires, une vingtaine d'entreprises et le Pôle emploi, et on reçoit des élèves une fois par an de 3e et de 4e, et on fait témoigner nos salariés sur des tables rondes aussi, mais pas les mêmes, pas devant le public, où les enfants peuvent poser des questions à des femmes qui sont en conduite d'outils. Et là, ils passent sur des questions bêtes, mais tes horaires, combien tu gagnes, et est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est sale? Et là, on arrive à changer l'image. Ce que les enseignants n'arrivent pas à faire, ce que les parents n'arrivent pas à faire, sauf s'ils y travaillent déjà. Donc moi, je pense qu'il faudrait généraliser ça, utiliser peut-être la force et la volonté qui est en train de s'afficher ici pour... alors que ça soit pour... Moi, je pense que ça ne doit pas être seulement pour l'industrie. Ça doit être pour tous les métiers qui sont sur le Dunkerquois et qui ne sont méconnus. Mais concrètement, qu'attendez-vous des collectivités locales, de l'État, des différents services publics pour accompagner les démarches que font les entreprises? Est-ce qu'il y a une manière de vous réunir collectivement pour porter ce message? Vous m'avez dit dans l'entretien, c'est quand même difficile avec l'éducation nationale. Ce n'est pas un propos que j'invente, vous me l'avez dit. Alors, je peux vous dire, mesdames, messieurs, que lorsqu'on prépare les entretiens, on me dit des choses, et puis on a plus de mal à leur dire, c'est vrai pour chacun d'entre eux, à la tribune, mais mon rôle aussi, c'est de leur faire dire ce qu'ils m'ont dit quand on s'est parlé directement. Alors, vous me l'avez dit, ça, madame? C'est vrai, je l'ai dit. Vous savez, quand on réunit autour d'une table des gens qui ont le souci de la productivité et des finances, c'est-à-dire les entreprises, parce qu'ils sont toujours poussés, avec des gens du Pôle emploi, j'ai rien du tout contre, puisqu'au contraire, on fait de belles choses, et des enseignants qui, en fait, n'ont jamais quitté l'école. C'est des élèves qui sont devenus enseignants. Pour la plupart, ils ne savent même pas ce que c'est de travailler en industrie, de commencer à 5 h du matin. Et là, quand on vous dit de vous lâcher, vous vous lâchez. Hein, ah ça, bah oui. Allez-y. Et quand on se met autour de la table... Ils apportent aussi leur contribution, les enseignants. Quand on se met autour de la table, et encore, ce sont des enseignants volontaires. Hein. Oui. Donc, je ne vais pas leur jeter la pierre. Hein. Quand on se met autour de la table, eh ben, je peux vous assurer qu'au début, c'est sportif. Mais au final, on a réussi à bâtir quelque chose, mais à notre niveau, à notre grandeur, avec FACE, ce qui est très bien. Mais aujourd'hui, ce que j'attends, c'est qu'on arrête
enfin ce que j'aimerais, c'est peut-être un rêve, hein, mais qu'on arrête de chacun tirer la couverture à soi. Que telle association s'occupe de ça parce qu'elle veut garder son emploi, que tel organisme pense à son résultat et à ses statistiques, mais on oublie l'intérêt général, là. On oublie l'emploi. C'est tout des... Là, on est en train de marcher à l'envers, là. C'est la représentante du monde économique qui nous parle aujourd'hui d'intérêt général. Je pense que c'est. Mais j'ai le droit aux ressources humaines. C'est un message intéressant que nous entendons ce matin. Oui. Je vous interromps, poursuivez. Non, mais moi je pense qu'il faut, pour l'entreprise, vous savez, c'est du gagnant-gagnant. Si on a des salariés qui ont choisi leur vocation, qui sont faits pour ce métier-là, qu'on utilise, on a un outil qui s'appelle la simulation, le recrutement par simulation, on essaie de découvrir des talents avec Pôle emploi. On regarde les capacités à faire quelque chose. Et quelquefois, les jeunes, quand ils font le jeudi de l'industrie, essaient ça. Et puis ils se rendent compte qu'ils sont doués pour souder. Ils sont en 4e, ils n'ont jamais tenu un truc pour souder. Et puis, par la simulation, ils s'aperçoivent « Oh ben tiens, c'est marrant !» Et c'est tous ces outils-là qu'il faudrait réfléchir dans le but unique de faire découvrir des métiers et que les jeunes choisissent ces métiers-là, en tout cas les nôtres, par vocation, qu'ils aient envie de venir travailler et pas qu'ils subissent. Et là, je retrouve mon rôle de RH avec des salariés motivés qui ont envie de travailler dans une entreprise et de donner le maximum, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, forcément. Merci, Madame Lemoine. Monsieur Giuliani, vous êtes quand même à cette table le représentant du monde enseignant. Vous voulez peut-être réagir sur les propos de Madame Lemoine, parce que je pense que c'est bien qu'il y ait débat. Hein. Bon, qu'il y ait débat, je pense... Vous me prenez à froid. Oui, ça on l'a pas préparé, monsieur Giuliani. Non, on l'a pas préparé. Clair, non, mais c'est pas grave. Il me semble quand même qu'il y a une énorme mutation. On parlait tout à l'heure de mutation des emplois. La mutation s'opère aussi chez nos collègues quand même et de l'éduc et de l'enseignement supérieur. Non, vous n'allez pas vous faire des ennemis. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas nier le fait que pour une partie, les enseignants n'aient que très rarement ou trop rarement mis les pieds dans l'entreprise. Ça, c'est indéniable. Après, ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas une évolution, je pense, de la représentation du métier et de l'intérêt finalement des jeunes et de cette volonté finalement de les accompagner, y compris dans les situations d'apprentissage en entreprise. Merci. Madame Paccio, je voudrais qu'on aille un peu plus loin sur les services à la personne, parce que vous m'avez dit c'est simple, les services à la personne. Il faut faire une bonne communication vis-à-vis, vous m'avez dit, des employeurs et des personnes qui doivent se former. Pour autant, et vous le constatez, ça marche moins bien sur le Dunkerquois que sur d'autres territoires, comme le Valenciennois, l'Artois. Pourquoi ça marche pas bien? Parlons aussi clairement sur ce sujet, parce que c'est une attente forte sur le territoire que ça se développe. Alors, parlons clairement. Premier élément d'analyse, je pense que chaque fois qu'il y a un pilote dans l'avion, ça marche. Donc, il faut remettre un pilote sur l'animation des services à la personne sur la CUD. Et ça va marcher à nouveau, comme ça marchait il y a quelques années. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et ça rejoint, je pense, les propos des uns et des autres, c'est-à-dire autour du guichet unique, des plateformes d'intelligence ou des plateformes tout court, des labels. Enfin, à un moment donné, c'est une dynamique. Et cette dynamique, elle doit être pilotée avec des axes, avec des objectifs. Et toute l'expertise qui est déjà disponible sur le territoire, les acteurs sont là, les forces de frappe sont là, que ce soit sur l'emploi, sur l'éducation, les employeurs sont là, les personnes à aider sont là. C'est comment on met en musique tout ça. Donc je dirais que la faiblesse peut-être là, à l'instant T où on se parle, elle est là. C'est qu'il faut remettre un pilote dans cet avion, remobiliser les forces en présence. Les États généraux ont donné des pistes d'action. On a parlé de booster la demande. Ça veut dire on fait une étude de marché, on interroge les gens, les usagers. On leur demande si leurs besoins sont satisfaits, oui, non. Est-ce que, de fait, on va mesurer le taux de couverture de ces besoins? On va aussi mesurer peut-être l'adaptation de ces emplois. Et on parle d'accès à l'emploi, donc c'est la mutation des emplois, mais elle est à mettre en rapport avec la mutation des besoins des gens. On est sur une population, on est sur une transition démographique, donc sans se projeter à 2025 parce que c'est loin, tout de suite maintenant, chez vous, il y a certainement encore des gens qui ne consomment pas les services, soit parce qu'on n'est pas venu vers eux avec une proposition, soit parce qu'il y a besoin de les aider un petit peu et ça, le CESU préfinancé peut venir mettre le pied à la consommation. Et donc, une fois qu'on aura remis un petit peu d'eau à ce moulin-là, ça va repartir sur le Dunkerquois, parce qu'il n'y a pas d'exception dunkerquoise.
Il n'y a pas d'exception dunkerquoise. Tous les territoires, de toute façon, sont impactés par les services à la personne, puisque service à la personne, c'est vous et moi qui avons fait garder nos enfants, qui avons des besoins de consommation de services quotidiens et qui se préoccupent de nos parents âgés ou handicapés et qui le seront demain à notre tour. Donc c'est tout au long de la vie les services à la personne. Et c'est tout le temps. Il n'y a pas de courbe de maturité, il n'y a pas de phase de déclin, il n'y a pas de tout ça. Il y a un petit souci de solvabilité, il y a un petit souci de modèle économique, mais on y réfléchit en ce moment avec les partenaires. Mais il y a surtout un moteur, et le moteur, c'est les gens qui savent faire ça très bien tous les jours, sur lequel il faut remettre un peu d'huile. Donc faites une étude de marché, je crois que vous l'avez dans vos propositions, communiquer. On l'a dit, tout le monde doit mieux communiquer sur ses métiers, sur ses activités et le faire ensemble, c'est-à-dire les consortiums d'acteurs, les acteurs de la filière, mais aussi un travail entre les filières économiques du territoire. On parle du vieillissement, on parle, dans les services à la personne, c'est aussi une question d'aménagement du territoire de demain. Comment on va adapter les nouveaux quartiers, comment on va aménager aussi et inclure cette question de service à la population enfin dans les réflexions. Et donc ça ne se travaille pas juste entre les acteurs des services à la personne, ça se travaille avec les collègues du bâtiment, ça se travaille aussi sur les questions du numérique. Donc vous voyez, il y a des coopérations aussi entre les filières à mener pour mieux se parler et aussi pour mutualiser des emplois, puisque on ne l'a pas encore dit, mais on dit que ça, quand on parle des services à la personne, c'est le temps partiel. Bon, c'est pas toujours vrai, mais quand c'est vrai, comment on se préoccupe, parce qu'il y a une proposition de votre groupe de travail qui est pourquoi pas un groupement d'employeurs. Ça fait 20 ans qu'on parle des groupements d'employeurs. Oui, si à un moment donné, on s'associe avec des employeurs d'autres filières et on mutualise des emplois parce qu'il y a des compétences, il y a des socles de compétences. Voilà, et quand on parlait tout à l'heure d'animation touristique, j'étais à Lens avant-hier dans le cadre du Forum des lignes sur l'économie présentielle, on voit bien qu'il y a des choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a des compétences chez les jeunes et les moins jeunes qu'on pourrait mutualiser à travers des groupements d'employeurs pour finalement faire des emplois plus complets et toujours au service du territoire, puisqu'on est bien dans l'économie présentielle et résidentielle. Donc il y a des solutions à mettre en œuvre. Maintenant, il faut que tout ça soit parfaitement animé. Sur l'offre de services, puisque aujourd'hui, il s'agit aussi d'anticiper les réponses à apporter aux usagers de demain, c'est aussi comment on permet aux employeurs du territoire de se muscler un peu, de se diversifier, de coopérer avec d'autres employeurs, d'autres secteurs d'activité, mais voilà aussi, pas seulement pour compléter les temps de travail, mais aussi pour créer de la coopération. Les deux coprésidents ont des projets ensemble, les services à la personne, le handicap, tout ça, c'est juste à côté. Oh, c'est encore secret défense, zut, je l'ai dit. Et donc voilà, mais donc des coopérations aussi entre les acteurs sur le territoire. Voilà, ça ce sont des recettes, voilà, c'est toujours facile à dire, mais moi je viens du terrain, donc il y a des choses que j'ai déjà faites, refaites, donc je sais un petit peu de... Vous ne le dites pas, je crois, gratuitement, puisque vous êtes du terrain et vous observez sur d'autres territoires dans la région. Voilà, ça fait un petit peu 20 ans que je travaille sur le sujet, et au-delà d'observer que je fais aussi, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, donc je pense que je peux cautionner parfaitement les propositions de votre groupe de travail sur Dunkerquois. Elles sont complètement en cohérence aussi avec nos orientations régionales, et donc j'encourage les pouvoirs publics ici à se mettre autour de la table et que la force des SAP soit avec vous. J'avais promis que je lui dirais, c'est dit. C'est fait.